Bonjour à tous, bienvenue ou alors bon retour sur ma chaîne YouTube, donc dédiée aux troubles obsessionnels compulsifs et plus particulièrement donc au Pure O ou obsession pure, donc qui, comme vous le découvrirez, je pense au fur et à mesure de mes vidéos, est une forme particulière de TOC qui est très très peu connue et extrêmement tabou encore à l'heure actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos donc sur ma chaîne qui s'intitule TOC, espace Pure, espace O, donc TOC Pure O, ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai commencé à témoigner de ma propre expérience de cette maladie dont j'ai eu les premiers symptômes à l'adolescence, vers l'âge de 15-16 ans. Donc là, dans cette vidéo, je vais poursuivre un petit peu mon récit dans l'ordre chronologique, le récit de mon vécu avec ces troubles. Donc, dans ma dernière vidéo, je parlais donc du moment où cette maladie s'est déclarée de manière assez soudaine pour moi, donc de l'apparition des premiers symptômes, et puis de cette descente aux enfers en fait, que j'ai connue au moment du lycée. Alors donc la première thématique qui est apparue chez moi, c'était donc des TOC d'agressivité, donc liés à des questions ayant trait à de l'agressivité ou à de la violence. Donc je vous l'explique un petit peu comment ça se manifeste. C'est d'un seul coup des pensées intrusives à caractère violent. Donc des images d'agression sans cesse qui prennent de plus en plus de place dans les pensées au quotidien et puis qui à chaque fois viennent engendrer des décharges d'anxiété très fortes et puis des ruminations et des questions existentielles sur le pourquoi de ces pensées et qu'est-ce qu'elles viennent dire de moi, de mon identité. Et donc très rapidement la peur qui sous-tend tout ça, c'est la peur en fait de perdre la tête et d'être capable de faire du mal aux personnes qu'on aime, de se faire du mal à soi-même aussi, ou aux inconnus, aux gens qu'on croise dans la rue. Voilà, ça peut se manifester de différentes manières. Donc moi je vous parlais la dernière fois donc de certaines situations qui généraient beaucoup d'angoisse, comme par exemple à un moment donné, j'ai évité ou j'étais vraiment en difficulté à chaque fois que j'étais dans la cuisine et que je voyais un couteau de cuisine. J'avais cette peur de perdre le contrôle de moi-même, d'être capable de faire du mal à quelqu'un, ou dans les gares, la peur d'être en mesure de pousser quelqu'un ou de se jeter sur les rails, enfin voilà. Donc je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, parce que j'en parle déjà dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui découvrent ma chaîne par le biais de cette vidéo, c'est peut-être un peu abrupt comme entrée en matière. Mais en même temps, vous comprendrez rapidement aussi que cette maladie, c'est pas de la rigolade du tout. C'est extrêmement douloureux et perturbant pour la personne qui en souffre. Et j'insiste bien sur cet aspect-là, sur la souffrance des personnes concernées. Euh, et puis ce que je vais à chaque fois rappeler aussi, c'est l'importance pour le grand public de mieux connaître les troubles obsessionnels compulsifs et notamment cette forme-là de la maladie pour ne pas justement la craindre et tomber dans des amalgames qui empêchent les malades de chercher du soutien, de prendre la parole et d'oser parler de leurs symptômes. Donc ce que je tiens à dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a la peur d'être capable de certains gestes ou la peur de devenir fou ou la peur de perdre le contrôle de soi-même que dans les faits ça surviendra et que la personne est dangereuse. En fait, pas du tout. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, il n'y a pas de passage à l'acte. Il y a vraiment jamais de passage à l'acte et c'est vraiment très important que ce message-là soit relayé. Donc celui qui en souffre, celui qui est dans une situation de détresse, c'est vraiment la personne malade qui souffre de ces pensées et de ces images intrusives qui sont extrêmement... enfin, qui créent une détresse très très forte
Et voilà, l'entourage, les gens autour ne risquent rien. Cette personne ne constitue absolument pas un danger, je le répète. Par contre, c'est sûr qu'elle-même est tellement mal, est tellement dans les ruminations, dans le doute constant que elle ne sera pas capable de tenir des propos rassurants ou de vous rassurer sur ça. Voilà, ça c'est important de le savoir. Euh, donc voilà, moi quand j'ai été dans les premiers temps de la maladie, j'ai été persuadée d'être en train de perdre la tête. Et puis il y a eu des moments, j'étais à deux doigts presque d'aller à la gendarmerie et de leur dire arrêtez-moi parce que je suis en train de perdre la tête, je suis une mauvaise personne, c'est que plus tard, en avançant, que ben, en fait, je me suis rendu compte que tout ça c'était que de la peur et que voilà. Et, et puis plusieurs années après l'apparition de mes premiers symptômes, j'ai rencontré enfin une psychologue qui était formée sur les troubles obsessionnels compulsifs et qui connaissait bien aussi toutes ces formes plus taboues et moins connues de la maladie. Et puis qui a eu pour moi cette parole que je vous retransmets aujourd'hui et qui m'a dit, vous savez Elsa, si un jour je cherche quelqu'un pour garder mes enfants, bah vous êtes très certainement en tête de ma liste, tout comme d'autres patients qui souffrent un peu des mêmes symptômes que vous, parce que justement, je sais que vous avez tellement peur en fait d'être capable de mal agir ou de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, à votre éthique profonde, que vous êtes certainement la dernière personne qui sera capable de mettre ça en acte. Voilà. Et donc ça c'est vraiment central. Mais par contre, effectivement, le problème c'est que quand on souffre de troubles obsessionnels compulsifs, quelle que soit la forme, d'ailleurs, que ce soit de pure O ou de forme plus classique, de peur de contamination ou autre, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument impossible de raisonner et de rationaliser et de se rassurer par le biais du mental en fait. Quand on souffre de ces symptômes-là, il n'y a pas moyen de raisonner avec la maladie, quoi. Il n'y a pas moyen de négocier, de calmer l'anxiété en négociant ou en rationalisant avec son TOC. C'est pas possible. Plus on va chercher à mettre du sens, à creuser la question, à chercher des réponses, à mentaliser, et plus en fait ça va encourager les symptômes. Et c'est souvent dans ce cercle vicieux en fait que les personnes qui voilà, qui manifestent les premiers symptômes des TOC, c'est souvent dans ce cercle vicieux qu'elles finissent par basculer, et c'est ce qui fait que le TOC va occuper toujours plus de place. Donc moi c'est complètement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que bah, au départ ces pensées intrusives elles apparaissaient comme ça, et puis voilà, je comprenais pas ce qu'elles faisaient là, mais c'est surtout après justement en commençant à chercher du sens, à creuser, à ruminer sans arrêt sur le pourquoi, du comment, que j'ai alimenté sans le savoir à ce moment-là ce cercle vicieux qui a fait que très rapidement mes tocs ont occupé une place mais totalement incontrôlable et disproportionnée dans mon quotidien. C'est-à-dire que si sur ben, une journée où j'étais réveillée pendant, on va dire, 16 heures, ben, pendant 13 heures sur ces 16 heures, j'étais dans des ruminations et dans des ruminations, des obsessions, mais aussi des compulsions. Donc en essayant de repousser ses pensées, en essayant d'éviter les situations qui les créent. Voilà, donc c'était absolument infernal. Donc je vous ai raconté la dernière fois ma première tentative, après en avoir parlé à mes parents, de consulter un psychologue. Donc c'est une femme que j'étais allée voir, mais qui était en réalité psychanalyste. Et c'est ce que je vous expliquais aussi, c'est que je pense que la psychanalyse dans beaucoup de situations peut faire beaucoup de bien dans le traitement des TOC et des symptômes liés aux TOC. Effectivement, j'en ai conclu que c'est pas l'approche la plus appropriée justement parce que c'est pas l'analyse ou l'intellectualisation, la mentalisation qui permettent de diminuer l'effet des symptômes
et la souffrance liée au TOC. Au contraire, plus on va chercher à donner du sens et pire ça et plus terrible ça va être en fait. Donc première tentative d'aller chez un psychologue, échec. Et à partir de là, pour moi, ça a vraiment été une dégringolade. Voilà, donc j'étais vraiment très 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 mal. De l'angoisse tout le temps, sentiment d'irréalité de plus en plus fort lié à l'angoisse. Euh, j'ai eu un passage, j'ai appris par la suite qu'il y avait un terme pour parler de cet effet d'une angoisse très forte et prolongée en fait sur le psychisme. Je suis passée par une phase de déréalisation, c'est-à-dire que j'étais tellement angoissée en fait que je me sentais comme complètement coupée de la réalité et que j'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve tout le temps, au point où presque je savais plus si j'étais réveillée ou si je dormais. Avec une phase vraiment où une sensation par exemple à un moment donné terrifiante presque où j'arrivais même plus à me reconnaître quand je me regardais dans le miroir tellement j'étais coupée de la réalité en fait, hein. Donc c'était vraiment ben voilà une vraie grosse décompensation je pense. Et, euh, et puis ben du coup un sentiment d'impuissance et d'incompréhension totale face à tout ça, une peur d'en parler, une peur de continuer à chercher de l'aide. Euh, et puis voilà, un sentiment d'être seule au monde. Je me disais, mais qui d'autre sur Terre vit quelque chose comme ça, quoi. Pour moi, j'étais à ce moment-là, mais maudite, irrécupérable. Après, il y avait aussi des ruminations et des pensées religieuses qui se sont greffées sur ça. Et ça peut être aussi un thème très très récurrent dans les troubles obsessionnels compulsifs en général. Dans les Pure O, il peut y avoir des pensées magiques qui se mettent en place, des alors en anglais, il y a un thème pour parler de ça, ils appellent ça scrupulosity, désolé pour mon accent, ce qui en français pourrait se traduire par scrupulosité. Alors c'est pas un mot, je suis même pas sûre qu'on retrouve ça dans le dictionnaire, mais c'est par exemple, ben voilà, en parallèle de ces pensées agressives, j'ai commencé à avoir tout un dialogue intérieur très 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 moralisateur. Euh, et qui se rapportait un peu à ma relation aussi avec Dieu, avec mon éducation religieuse, parce que moi je suis issue d'une famille chrétienne à la base, et puis ben, à cette époque-là, du coup, en fait, tout ce que je vivais et que j'arrivais pas à comprendre, toutes ces pensées terribles, j'avais le sentiment effectivement qu'elles étaient en lien enfin, je les mettais en lien avec tout ce que j'avais appris dans mes cours de catéchisme et autres, et puis je me sentais vraiment maudite, quoi. Vraiment, j'avais cette sensation d'être maudite, de pas être digne d'amour, que je méritais pas de vivre, que j'étais un monstre, et puis que quelque part il y avait une espèce de je sais pas comment dire, mais d'être supérieur, d'instance supérieure, un dieu qui regardait, qui était conscient de tout ce qui se passait dans ma tête et dans mes actions, et puis qui désapprouvait, qui me jugeait, et puis j'avais du coup tout était, ce sentiment de honte, de culpabilité était disproportionné aussi par toutes ces pensées là enfin voilà, donc c'était vraiment une période mais je voyais absolument pas d'issue. Et c'est donc aussi dans cette période-là que très rapidement, hein, donc tout ça, ça s'est fait en quelques mois, j'ai commencé très rapidement donc à avoir, je pense, des symptômes dépressifs, hein, plus goût à rien, plus goût à la vie, tout avait perdu. Enfin voilà, hein, sans faire tomber je veux pas faire mon Calimero, mais après c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est un enfer vivant pour moi. Je ne voyais plus le sens de ma vie vraiment et je pensais que ça ne pourrait jamais aller mieux. C'était terrible. Euh, voilà, plus d'appétence pour rien, plus d'envie, juste envie que ça s'arrête et en même temps cette peur tout le temps, angoisse, angoisse, angoisse. C'est là aussi que j'ai commencé du coup, voilà, à avoir des pensées suicidaires. Euh, voilà, je pense que je suis passée très près du passage à l'acte. J'ai commencé vraiment à avoir des idées morbides.
où j'imaginais mon enterrement, ce que les gens allaient dire à mon enterrement, je me voyais partie, quoi. Et puis je commençais à aussi à aller, voilà, je me souviens dans la salle de bain, aller chercher où se trouvaient les lames de rasoir, du rasoir de mon père, avec l'idée que peut-être un jour, voilà. Et en même temps, c'est très très particulier, et ça je reviendrai certainement dessus dans une autre vidéo, hein, parce que le TOC, c'est... Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait plus à quoi se fier. C'est-à-dire il y a nos émotions qui sont là, nos réflexions, nos pensées, et en même temps elles sont complètement embrouillées, mélangées avec les pensées intrusives et les sensations en lien avec la maladie, avec le TOC. Et parfois on sait plus, on sait vraiment, enfin parfois en fait dans les moments où on va vraiment mal, on sait absolument plus qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas dans nos sensations, dans nos pensées. On sait plus à quoi se fier en fait. Et bah, je vous donne un exemple là, quand je vous parle du fait qu'à des moments donnés j'avais donc ces pensées suicidaires. En même temps j'avais aussi du coup des pensées intrusives. Euh, Comme je vous l'avais dit, en lien avec de l'agressivité et de la violence, et notamment des pensées d'auto-agression. Donc c'était très particulier parce qu'il y avait des moments par exemple où j'avais peur de perdre le contrôle et de me faire du mal ou de me suicider. Et ça générait de la peur, j'en avais pas envie quelque part. Et en même temps, j'étais en train de faire une dépression et où du coup j'avais de vraies pensées suicidaires et où le suicide m'apparaissait à des moments comme une solution. Et donc même voilà, au cœur de cette question des pensées suicidaires, il y a des fois ça parlait de moi, des fois ça parlait de mon TOC et je savais plus du tout où j'en étais même par rapport à ça, quoi. Alors c'est très particulier, hein, il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup d'aspects du TOC qui mériteraient que on les décortique. Et ben je vais essayer de m'atteler à faire ça du mieux que je peux aussi dans des vidéos, dans de prochaines vidéos que je ferai, euh, où je vais essayer de prendre comme ça un peu plus des thématiques, des mécanismes propres aux troubles obsessionnels compulsifs et au POO et de les décortiquer. Là, je vous dis un peu tout ça comme ça vient parce que c'est en lien avec mon vécu, donc forcément tout ça, ça s'est présenté en même temps. Je À l'époque, quand tout ça m'est tombé dessus, j'ai pas, si vous voulez, j'avais pas tous les outils et ni le loisir de le décortiquer, de l'analyser, de sectoriser, quoi. Tout m'est tombé dessus en même temps, quoi. Donc, ces pensées intrusives, ces images terribles, ces angoisses, cette déréalisation, du coup, c'est cette dépression par-dessus, ces pensées morbides et suicidaires, enfin voilà, tout est arrivé un petit peu en même temps. Et puis, bah, comment je m'en suis sortie? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que j'ai eu un moment donné où j'étais vraiment un peu au fond du fond. Et j'ai eu quelque part un peu un choix à faire, on va dire. C'est-à-dire que je me souviens d'une nuit où j'étais vraiment à deux doigts du passage à l'acte. Et où d'un coup, là, je me suis dit, bon, bah voilà, là, soit t'acceptes que c'est foutu et tu te résignes et puis c'est fini. Soit à un moment donné, tu te raccroches au fait que t'as pas encore creusé suffisamment, t'as pas encore suffisamment cherché de solutions et tu gardes espoir. Et si tu décides de garder espoir, dans ce cas-là, tu vas y aller, quoi. Tu vas te battre, tu vas pas lâcher l'affaire, quoi. Tu vas te battre et tu vas essayer de trouver ton chemin hors de cette situation et de te répéter, même si c'est terrible et même si t'es à bout, que ça en vaut la peine, quoi. Et puis je sais pas vraiment comment, mais à un moment donné, je me suis sentie portée à faire ce choix-là, quoi. À faire le choix de vivre et de continuer. Et puis ben, j'ai continué comme ça, je me suis relevée jour après jour, et puis je sais pas exactement à ce moment-là quel déclic s'est fait, mais petit à petit, j'ai recommencé à voir qu'il était possible de vivre malgré tout ça, malgré tout ce par quoi j'étais passée,
Et même si à ce moment-là, j'avais pas la solution, que je savais même pas encore que je souffrais de troubles obsessionnels compulsifs, j'ai vu que même au fond du fond du fond du trou, on n'y reste jamais complètement, quoi. Il y a toujours des oscillations, il y a toujours des moments où on remonte un peu. Et en fait, il faut garder espoir et conscience dans le fait que rien n'est jamais figé, quoi. Il faut vraiment se dire ça, rien n'est jamais figé. Où que vous en soyez à l'heure actuelle, par exemple, si vous me regardez et que vous êtes concerné, que vous vous retrouvez dans certains points de mon témoignage, le TOC, il est très fort, c'est le maître des illusions, il est très fort pour nous faire croire absolument tout et n'importe quoi. Autant au niveau des pensées qui nous imposent que des sensations, des émotions qui nous imposent. Il peut nous faire croire que ça y est, on est foutu, qu'on est au bout du bout. Il faut toujours que vous arriviez à vous dire, même si pour le moment je ressens, j'ai aucun espoir, que je ressens vraiment une détresse terrible et que j'ai l'impression que ça pourra pas aller mieux, il faut que je me dise c'est un mensonge, c'est pas vrai. Je m'accroche au fait que je sais que ça, rien n'est jamais figé. Et je crois qu'on a vraiment cette peur dans le TOC de rester coincé dans un état épouvantable, on se crée des impasses et on se construit des murs autour de nous, on s'enferme de plus en plus et on a peur de finir par rester statifié et figé dans une situation affreuse. Et en fait, tout le processus de guérison dans le TOC, je pense, consiste à faire confiance dans le fait que, en fait, dans la vie, rien n'est jamais figé. On n'est jamais figé psychiquement, on a une mobilité, on a une flexibilité, une capacité à rebondir, on a une capacité de résilience. Quelque part, c'est un peu magique, quoi. C'est même pas vraiment. C'est même pas à nous d'en décider. C'est-à-dire, par exemple, si je vous prends un exemple pour illustrer ça, si je me coupe, je me fais une petite coupure à la main en cuisinant, en épluchant, j'en sais rien, j'ai pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour cicatriser. Il y a une intelligence dans mon corps qui va faire que petit à petit, cette plaie, bah, plus ou moins vite, plus ou moins bien, selon comment j'aurai accompagné la cicatrisation, mais elle va cicatriser. Et en fait, dans le TOC, il faut garder ça à l'esprit, qu'il y a une mobilité psychique qui est là, même si, voilà, euh, clairement, hein, le TOC, c'est un trouble multifactoriel. On n'a pas encore réussi à isoler un facteur qui soit responsable de cette maladie. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, hein. Il y a un aspect biologique, héréditaire, qui a été démontré, c'est que souvent, ben voilà, on a peut-être eu des personnes, des parents qui ont été concernés par ça, ou voilà, qui avaient des prédispositions et qui, voilà, et en même temps, il y a l'environnement qui vient jouer, donc des personnes qui étaient prédisposées, mais qui peut-être dans un certain environnement ne vont jamais développer ou avoir de décompensation par rapport au TOC, et d'autres si. Voilà, il y a les situations stressantes qui aggravent, les traumatismes qui peuvent déclencher. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent amener une personne à développer des troubles obsessionnels compulsifs. Et effectivement, voilà, il y a une vraie composante chimique dans les TOC, hein, c'est-à-dire que bah, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Il y a un déficit de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qui est responsable en partie impliqué dans les ressentis de bonheur, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Voilà, quand la sérotonine agit correctement, ben on peut connaître ces états-là de tranquillité, de sérénité, alors que voilà, chez les personnes qui souffrent de TOC, il y a un déficit de sérotonine. Donc voilà, tout ça c'est réel, c'est pas qu'une c'est aussi important de se le dire parce que le TOC c'est pas quelque chose on peut pas dire celui qui souffre de TOC c'est parce qu'il est fragile ou qu'il n'a pas le mental ou qu'il n'a pas la volonté, quoi. C'est pas une question juste de volonté, quoi. C'est une vraie détresse. Il faut apprendre à la comprendre, à l'accepter. Après, par contre, voilà, il faut se dire que malgré tout ça, euh, le cerveau, en fait, il garde une flexibilité, il garde une mobilité, une plasticité et que rien n'est jamais figé. Voilà, je répète. C'est très important de vous dire ça, où que vous en soyez. Moi, je vous dis, je suis passée par des états où je ruminais, mais
du matin au soir. Dès que j'étais réveillée, j'avais peut-être parfois 2 minutes de répit et d'un coup, paf, mon cerveau se réveillait. Je me disais, ça y est, c'est reparti et je ruminais toute la journée. Et puis pourtant, bah voilà, j'en suis revenue aussi, quoi. Après, donc effectivement, j'ai une phase d'amélioration assez étrange. Après cette première phase d'idées, cette période d'idées suicidaires. Et puis après, du coup, pendant quelques années, on va dire, je me suis sentie plutôt en rémission. Mais à cette époque-là, je savais toujours pas que ce que j'avais traversé, c'était une phase aiguë de TOC. J'avais aucune idée que c'était ça. Et, euh, voilà, et donc du coup, bah, c'est une inquiétude, c'est quelque chose qui restait au fond de moi. Et puis forcément, dans les moments où j'allais pas bien, où j'étais fatiguée, dans les périodes de crise, de maladie, de stress liés aux études, ben, je sentais cette fragilité qui revenait me titiller. Et puis c'était effrayant pour moi, quoi, la perspective de me dire je pourrais un jour retomber là-dedans et je sais pas. Et voilà, hein, c'est sûr que quand on est un jour passé par un épisode comme ça, ben, quand on en ressort à la fois ben, on en tire des choses, on en tire des outils, on en tire de la connaissance, on en tire une forme d'assurance peut-être à certains niveaux. On apprend à mieux se connaître et en même temps on sait aussi à quel point c'est possible de tomber bas, à quel point ça peut faire mal et on vit avec cette peur de retomber et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprivoiser aussi avec le temps. D'autant plus qu'effectivement dans le TOC il y a cette notion de chronicité. Donc c'est accepter ça aussi, accepter ces fluctuations, ces cycles où on va être peut-être plus ou moins bien. Et c'est compliqué de faire tout ce travail-là, de trouver l'équilibre entre avoir envie de s'en sortir, d'aller mieux, de surmonter la maladie, peut-être même de s'en débarrasser. Donc ne pas se résigner et en même temps ne pas vivre dans une espèce d'idéal de la page blanche, de la page vierge, de vouloir de vouloir retourner en arrière avant que tout ça n'arrive, de vouloir redevenir la personne qu'on était avant que les tocs ne se déclenchent. Voilà, il y a tout un travail d'acceptation qui est très très long et pas évident hein, par rapport à ça, hein, je sais bien. Voilà, mais je veux juste vous dire que c'est possible. Alors là, ma vidéo commence à être un peu longue. J'ai peur qu'elle se coupe. Donc je pense que je vais une fois de plus juste arrêter sur ça. Et puis reprendre une autre vidéo dans la foulée juste pour vous expliquer. Donc après donc cette descente aux enfers, cette période d'accalmie, comment est-ce que mes réflexions et mon parcours se sont poursuivis par rapport à tout ça. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je sais que des fois je mets un peu du temps et à poster et à répondre à vos commentaires. Mais sachez en tout cas que quoi qu'il en soit, je vous lis et que je prendrai le temps de vous répondre, même si voilà, des fois je suis un petit peu longue voilà, à poster, à répondre, mais je prends en compte tout ce que vous pouvez m'écrire, me renvoyer par rapport à ces vidéos. Et n'hésitez pas donc à continuer à me poser vos questions, à interagir. Euh, Bien sûr, toujours, et ça c'est vraiment important pour moi, dans le respect et dans l'ouverture par rapport à ce sujet que j'aborde ici. Je me réserve vraiment le droit, par contre, si une personne euh, passe par ma chaîne et se permet en fait des commentaires jugeants, désobligeants, euh, voilà, par rapport à la maladie, par rapport aux personnes concernées, bah, je me réserve bien sûr le droit de supprimer ces commentaires, voilà. Donc je vous fais vraiment confiance pour ça aussi, d'accueillir ce que je vous dis avec intelligence et avec le cœur. Voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.